За тихой рекою в березовой роще распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. Par la résolution qui était adoptée hier au Sénat français, selon laquelle les gens, les députés français, veulent élever les sanctions contre la Russie. J'ai vu la tendance qui commence à apparaître dans la politique française, la vouloir d'élever les sanctions. Pourquoi elles s'apparaissent? Est-ce que vraiment les sanctions font de mauvaises choses à l'économie française? Déjà, ces sanctions n'ont aucun sens pour la France. C'est vraiment pour obéir aux Américains, à la puissance américaine. Et ça a eu une conséquence assez grave sur notre agriculture, puisque on peut dire que ces sanctions sont bénéfiques pour la Russie, parce que ça oblige à la Russie à ne pas s'endormir sur ses mono-exportations pétrole-gaz et à développer des secteurs qui ne développaient pas. Donc, je pense que ces sanctions sont à long terme bonnes pour la Russie. Et elles sont très mauvaises effectivement pour nous parce que ça nous aliène des marchés. N'oublions pas que depuis quelques années, pour obéir aux Américains et contre nos intérêts, on a perdu des marchés en Iran. Puis les Américains se sont réconciliés avec les Iraniens en tous dans notre dos. Hein, parce qu'à chaque fois, finalement, on est comme une colonie, hein, on est les dindons de la farce. Et là, en fait, le pouvoir français aligné sur la puissance américaine est très très hostile à la Russie. Mais en réalité, les entrepreneurs, les gens qui travaillent et même les individus qui pensent et qui ont une vraie culture sont plutôt favorables en fait à la Russie. Il y a une disjonction totale entre le discours du pouvoir et les injonctions du pouvoir et la volonté, je dirais, presque naturelle hein, en France. Et ça commence à se tendre. Il y a exactement d'ailleurs comme sur la Syrie, il y a des députés français qui osent individuellement aller en Syrie de plus en plus pour dire qu'il faut arrêter de combattre Bachar el-Assad. D'ailleurs, une fois de plus, Poutine a joué un rôle important. Parce que si le discours a changé sur la Syrie, c'est parce que les Russes sont intervenus et qu'ils ont apporté une vision un peu alternative par rapport au mensonge occidental. Donc le résumé de tout ça, c'est que la France aujourd'hui est une colonie totalement soumise aux États-Unis et à Israël, il ne faut jamais l'oublier, et que les décisions de nos dirigeants qui engagent la France sont pratiquement systématiquement contraires aux intérêts français. Et là, pour finir sur ces histoires de boycott imposé, ça a eu un coup très, très grand, très dur sur les exportations agricoles. Alors qu'on a une agriculture qui est en crise, puisqu'il faut savoir qu'on arrive à la fin de la PAC et qu'on a des aides européennes qui vont cesser d'entrer sur la paysannerie française et que ça double l'effet catastrophique. Est-ce que vous croyez que les résolutions comme ça peuvent changer la politique, le cours général de la politique française? Je crois que pour que ça change, il faut vraiment que le pouvoir change en France et ça peut passer, malheureusement c'est tellement bloqué, que ça peut passer que par une phase, je dirais presque révolutionnaire. Alors on voit en ce moment qu'il y a quand même des grèves partout, il y a un chaos français, il y a une révolte de pas mal de corps constitués ou de secteurs qui montrent que la France est dans une position de fracture assez avancée. Le pouvoir en place est de plus en plus ouvertement illégitime, y compris dans les sondages. Hein. On a un président chez nous qui satisfait à peu près 12% de la population. Hein. Donc je ne pense pas que ça va changer par le Sénat. Le Sénat, c'est la maison de retraite des hommes politiques qui ont obéi à la République. Hein. Autant dire au Rothschild. Donc ça ne passera pas par le Sénat. Mais c'est des signes aujourd'hui. Voilà. Des signes précurseurs. Vous avez mentionné les grèves qui maintenant passent en France, et je voulais vous poser une question
sur les gens qui se manifestent contre la loi El Khomri. Et la question c'est pourquoi c'est commencé par Mélenchon et c'est fini pour les échos et les Verts qui sont quand même connectés avec le Soros. C'est la falsification de socialisme. Il faut bien comprendre comment fonctionne la politique. Le pouvoir actuel, qui est très lié au pouvoir américain et qui passe par la gauche trotskiste, il faut le savoir, hein, que c'est la gauche trotskiste qui est le bras armé le plus efficace, notamment au niveau des étudiants, au niveau des jeunes, pour faire obéir la France et le peuple français aux décisions des néoconservateurs. Il faut bien comprendre toujours ce lien, que les agents des néoconservateurs américains, en France, ce sont les trotskistes, qui sont très souvent des juifs ashkénazes, très rompus à la manipulation politique. Je pense que vous connaissez ça ici. Et comme ils ne peuvent pas empêcher la colère populaire, les mouvements comment dirais-je, de manifestations hostiles des syndicats de travailleurs et du monde du travail, ils essaient de pourrir ça de l'intérieur en y mettant de la jeunesse contestataire. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle Nuit debout en France, qui est l'occupation de la place de la République toutes les nuits par des gauchistes qui prouvent bien qu'ils ne font pas partie du monde du travail et qu'ils ne sont pas touchés. Ce sont en général des marginaux, des étudiants, des enfants de la petite bourgeoisie. Et comme on le dit nous, facilement, on dit quand on peut passer sa nuit debout, c'est que la journée on ne travaille pas. En réalité, mais c'est pour dévier, la colère et pourrir le mouvement face au peuple français. Parce que le peuple français, aujourd'hui, ce qu'il voit, c'est des casseurs. Il voit des types d'extrême gauche qui cassent. Hein, on a des villes qui sont dévastées, notamment en Bretagne, hein, à Rennes, à Nantes, etc. C'est pour rendre impopulaire ce mouvement de contestation de la destruction de ce qu'on appelle le droit du travail en France. Et c'est une stratégie du pouvoir. Ce qui a des effets très pervers, c'est qu'aujourd'hui, les policiers sont attaqués par des jeunes voyous d'extrême gauche. Et ces voyous d'extrême gauche, en réalité, sont protégés par le pouvoir. Hein. Et donc ça produit quelque chose, je dirais presque de bénéfique à long terme. C'est une très grande colère de ce que j'appelle les corps constitués. C'est-à-dire que la police, les CRS, ceux qui maintiennent l'ordre en France, sont excédés par le harcèlement qu'ils subissent de forces d'extrême gauche, hein, ce qu'on appelle les antifas, hein, l'antifascisme de pacotille. Et de plus en plus, des syndicats de police osent dire que ces jeunes ont l'impunité. Ont l'impunité et qu'ils sont en fait protégés par le pouvoir, notamment par Valls, qui veut faire passer sa loi à tout prix, hein, parce que c'est une exigence de l'Union européenne, et que pour ça il se sert effectivement de voyous, comme vous pouvez comparer avec ce qui se passe un peu parfois chez vous, c'est toujours les mêmes stratégies, hein, pourrir un mouvement légitime. Et cette règne totalitaire de libéralisme en France, c'est commencé quand? Il faut remonter ça à la fin de ce qu'on appelle le gaullisme, c'est-à-dire à la fin de l'État stratège, quand De Gaulle a été putché par mai 68. Donc ça, il faut bien comprendre que mai 68, c'est se servir de la naïveté des jeunes infiltrés par les trotskistes pour chasser De Gaulle sur une ligne US Go Home, alors qu'en fait c'est l'Amérique qui est derrière. Et à partir de l'éviction de Gaulle, qui a failli être sauvé par les Russes, j'en parle souvent, parce que le Parti communiste avait réussi, à la demande de l'Union soviétique, de transformer cette révolte étudiante en une négociation salariale pour les travailleurs et de bien séparer les étudiants des travailleurs. C'est le début de la fâcherie en France des trotskistes et des communistes, puisque les communistes ont empêché les étudiants physiquement d'entrer dans les usines, ce qu'on appelait les établis et tout ça. C'est des sujets qu'il faut connaître. Et la haine anticommuniste en France est depuis 1968 bien plus forte dans l'extrême gauche trotskiste que de l'autre côté. Le vrai ennemi du travailleur communiste français en France à partir de 68, c'est le social traître, c'est le trotskiste. C'est lui qui est chargé de détruire le Parti communiste. On a la droite atlantiste qui a été chargée de détruire la droite patriote entrepreneuriale gaulliste et la gauche trotskiste au service des Américains, au nom de la lutte anti-stalinienne de la guerre froide, qui a été chargée de détruire le Parti communiste qui était très lié à l'Union soviétique. Il faut comprendre ce qui s'est passé en mai 68. Et depuis, on a cette double destruction qui s'est aggravée chaque fois. Le gaullisme s'est mué en soumission totale à l'atlantisme et au libéralisme sauvage à l'anglo-saxonne, et le mouvement ouvrier français est passé sous contrôle trotskiste, c'est-à-dire ça a été les libertaires d'un côté, les libéraux de l'autre, la jonction libérale-libertaire, hein, tous les néoconservateurs viennent du trotskisme et sont souvent des juifs ashkénazes qui viennent de l'extrême gauche trotskiste, hein, et ça a été l'effondrement en fait de ce qui faisait la France depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui était cette alliance de la gauche du travail et de la droite des valeurs, avec le gaullisme entrepreneurial, patriote et paternaliste, et un parti communiste
qui tenait le mouvement ouvrier et qui faisait fonctionner la machine productive à condition qu'il y ait un peu de redistribution. C'était ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, c'est-à-dire que les gains de productivité et le redécollage français d'après-guerre, il y avait une relative redistribution de richesses sur la condition ouvrière, notamment par l'usine Renault qui avait été nationalisée après-guerre et par ce qu'on appelait Billancourt. L'usine de Billancourt était le phare de la progression sociale en France et donnait le là sur les augmentations de salaire. C'est l'époque, on le sait aujourd'hui, qu'on appelle les 30 Glorieuses, où la France a le mieux fonctionné, à la fois dans sa dynamique économique et dans ses redistributions sociales. C'est tout ça qui a été détruit totalement, et là on est au bout de la destruction, mais comme il y a un profond sentiment français égalitaire, comme le dit Emmanuel Todd au niveau de la structure familiale, ce qui a pu être fait en Angleterre sous Thatcher a du mal à passer en France. Et là aujourd'hui ils essayent, avant que la fin du quinquennat de François Hollande, de faire passer enfin cette déréglementation du Code du travail en fin de mandat. Je crois que même c'est l'ordre qui a été donné à la gauche officielle de faire ce sale travail avant d'être battu aux élections. Et il faut bien savoir que c'est toujours la gauche qui fait un travail de droite en France, donc ça passe mieux. Et c'est la mission de François Hollande, et ce qui restera de son quinquennat, à part toutes ces soumissions, la Libye, toutes ces horreurs, la Syrie, c'est-à-dire du sang plein les mains, ça sera peut-être d'avoir réussi à détruire le Code du travail français, qui est le reste un peu de ce qu'on appelait l'État-providence et l'exception française. Et qu'est-ce que vous pensez de l'élection présidentielle qui aura place en France en 2017? Est-ce que vous croyez que la gauche va avoir le triomphe, ou soit elle n'aura pas du succès du tout? Alors tout le monde sait que la gauche va être battue. La question n'est pas là, parce que de toute façon en France, maintenant, on a systématiquement une alternance gauche-droite, mais c'est du spectacle. Le Français vote contre le sortant, toujours. Il a voté Hollande contre Sarkozy. Et maintenant, il veut voter contre Hollande. Donc, après, quelle est l'offre contre Hollande? Alors, certains rêvent de Marine Le Pen, c'est pas gagné, c'est même pas gagnable à mon avis. Et sinon, il y a Juppé qui a été choisi par les Américains, qui a un profil qui va plaire aux Français, parce qu'il est français, catholique, maire de Bordeaux, bien réélu, et surtout, il est couvé par toutes les instances mondialistes, et avec un profil d'énarque, chiracien historique, etc. Donc pour ceux qui connaissent la politique française, il a un bon profil pour être élu. Voilà. Il y a Sarkozy qui voudrait revenir parce qu'il a été vexé d'être battu par Hollande. Alors lui, comme il sait que les Américains ont choisi Juppé, il s'essaie de se tourner vers la Russie de Poutine. Mais bon, on sait que c'est une girouette et que c'est purement stratégique. Mais c'est intéressant à faire remarquer. Sarkozy, aujourd'hui, cherche des appuis en Russie pour contrer à droite Juppé, qui est appuyé par les Américains. Et puis sinon, on a l'inconnu du Front National. Je suis assez pessimiste. Je pense que de toute façon, Marine ne peut pas gagner au deuxième tour. La stratégie du système, c'est de la faire battre par Juppé au deuxième tour, comme son père avait été battu par Chirac. Juppé est l'héritier de Chirac et Marine est l'héritière de son père. Et au lieu de faire 18, comme a fait son père, elle fera 25 peut-être, mais elle sera battue. Et la stratégie du pouvoir, ça c'est ce que j'analyse moi, c'est que Marine ne soit pas au deuxième tour. Parce que même ça les embête. Ils vont monter un système de primaire, il va y avoir une primaire à droite, une primaire à gauche à l'américaine. Ils vont monter un spectacle, parce qu'il faut que ce soit un spectacle qui pousse les gens à s'y intéresser. Sinon, et peut-être que par ce spectacle, ils vont évincer la figure de Marine Le Pen, qui tend depuis un an, on va dire, à s'essouffler, et qui a pris dans la figure quelque chose de très grave, qui est son échec au régional. Elle n'a rien gagné au régional, et depuis, ça va mal au Front National. Il y a des discussions internes, des tensions, très alimentées aussi par le système. Et moi, je prophétise que la mauvaise surprise qu'on aura à la présidentielle qui arrive en 2017, c'est que Marine ne sera même pas au deuxième tour. On risque d'avoir un deuxième tour classique droite-gauche. Vous avez mentionné que le clivage de droite-gauche a perdu sa pertinence, a perdu la légitimité. Et la question est celle, vous êtes à Moscou maintenant, vous êtes en Russie. Est-ce que vous voyez Poutine comme une figure de droite, soit une figure de gauche? Est-ce que vous pouvez le placer dans le système de cette gauche-droite? Je pense que Poutine est un peu sur la ligne qu'on essaie de défendre nous en France, c'est-à-dire qu'il est à la fois de la droite des valeurs, quand il défend la famille, quand sans interdire l'homosexualité, il protège l'enfance du militantisme homosexuel, parce que ce sont des choses cohérentes qui ont à voir avec la défense de ce qu'on appelle la loi naturelle, et en même temps sur le plan de la gauche, même si c'est pas spectaculaire pour la France, par rapport à l'époque Eltsine, c'est quelqu'un aussi qui a fondé sa légitimité sur une restructuration de l'État,
et qui quand même, de ce point de vue-là, est aussi dans la gauche sociale, puisqu'il a quand même sauvé les fonctionnaires, il a revalorisé les salaires, et quand les gens contestent ça, je dis Poutine est bien plus populaire dans les campagnes, dans les milieux des travailleurs et dans la gauche sociale, qu'il ne l'est dans la bourgeoisie branchée de Moscou. Donc il est identifié par le peuple russe comme de la gauche sociale aussi. Et le peuple russe, je pense, comme il est un peuple moins déstructuré que nous, par la propagande occidentale et par la déferlante libertaire issue de mai 68 et des mouvements étudiants américains, je pense que le russe, naturellement, est de la gauche du travail et de la droite des valeurs. C'est beaucoup plus compréhensible ici que ça ne l'est en France. C'est pour ça que je pense, moi, je suis naturellement beaucoup plus en phase en Russie que dans mon propre pays. Et pourquoi elle est diabolisée à l'Occident? Justement parce qu'il propose quelque chose qui fonctionne, qui a l'adhésion de son peuple et qui est de la droite des valeurs et de la gauche du travail. Or, le système, on va dire, euro-atlantiste, le système de domination capitaliste dans sa phase actuelle, ne veut absolument pas que les gens comprennent que la division gauche-droite traditionnelle est un mensonge, une manipulation et une manière de stériliser le combat politique. Et que le combat politique ne peut être gagné que si par rapport à l'alliance libérale-libertaire, que vous avez bien compris avec Dugin, les libéraux libertaires, il fallait, pour combattre cette alliance libérale-libertaire, c'est-à-dire de Cohn-Bendit et de Giscard d'Estaing contre De Gaulle et le Parti communiste, il fallait l'alliance inverse. Et l'alliance inverse, c'est l'alliance de la gauche du travail et de la droite des valeurs. La droite des valeurs contre la droite financière et la gauche du travail contre la gauche sociétale. La gauche qui défend les acquis sociaux contre la gauche des homosexuels, des femmes et des jeunes, et de l'autre côté la droite des valeurs qui défend la famille et la nation contre la droite du marché et de la finance internationale. Donc la théorie évidente, c'est que si on veut battre une alliance croisée de la gauche des libéraux libertaires, il faut produire la contre-alliance croisée de la droite des valeurs et de la gauche du travail. Et le système de domination le sait. Donc il empêche par tous les moyens cette alliance. Il l'empêche à droite en diabolisant dans la bourgeoisie réactionnaire idiote le mouvement social, et il l'empêche à gauche par la manipulation des antifascistes de la nuit debout, en qualifiant toute droite des valeurs de résurgence fasciste. Et c'est comme ça que le pouvoir oligarchique continue à régner, en maintenant ce cordon sanitaire obligatoire, et dans les idées, et dans la violence de rue, entre la gauche du travail et la droite des valeurs. C'est d'ailleurs tellement vrai que hier, des jeunes issus du mouvement de ce qu'on appelait la manif pour tous, qui s'étaient opposés à la loi, contre la dislocation de la famille, ont voulu aller place de la République discuter avec les jeunes de Nuit debout. Ils ont été chassés violemment. Vous voyez, voilà, on voit que toute cette mécanique fonctionne parfaitement, et quand on a cette lecture complexe que je viens de vous dire, tout est exactement cohérent, ça se passe systématiquement comme ça. Et moi, je rencontre aussi beaucoup d'ennuis en France, parce que j'essaye de proposer, et théoriquement et pratiquement, cette alliance gauche du travail, droite des valeurs. Et c'est pour ça que je suis très combattu en France, parce que si on y arrive, on a gagné. Je crois que cette tendance commence à apparaître aussi même en Allemagne, en Italie, en Autriche, avec l'euroscepticisme, et avec la tendance de leur rapprochement vers la Russie et avec la tendance de la critique de l'Union européenne. Je voulais vous poser la question, pourquoi maintenant il y a les groupes qui s'apparaissent partout dans l'Europe, qui sont sceptiques vers l'Union européenne? Quelles sont les fautes de l'Union européenne? Pourquoi elle ne fonctionne bien? Quelles sont les fautes de cette construction? Tout le monde se rend compte que l'Union européenne ne fonctionne pas. L'Union européenne prétendait apporter la prospérité, et en fait on se rend compte qu'à part pour l'Allemagne, parce que l'euro en fait est la monnaie allemande, ça pénalise, à part l'Angleterre qui est en fait faussement dans l'Europe, ça pénalise tous les autres pays. Et les résultats sont... la zone euro est la zone qui a la croissance la plus faible, alors qu'elle a peut-être le potentiel mondial le plus puissant. Donc aujourd'hui, le maintien de l'Union européenne est purement dogmatique de la part des technocrates, et purement une volonté américaine qui aura été le dysfonctionnement de l'Union européenne, et la faiblesse de l'Union européenne, et l'intérêt de l'Amérique. En fait, l'Amérique retarde son propre déclin en poussant l'Europe à décliner plus vite qu'elle, d'une certaine manière. Nous servons à ça, en réalité. Et malheureusement, toutes les élites européennes, qu'elles soient françaises, allemandes, italiennes, belges, etc., sont en fait, quand on regarde les personnages, des gens qui, au moment où vous étiez étudiants, ont été approchés par les instances américaines et qui sont en fait des agents américains. Il n'y a que ça.
Et donc ils appliquent, nous avons des élites traîtres, ça c'est souvent vu dans l'histoire, hein. Dans l'histoire de France d'ailleurs, les élites traîtres travaillaient toujours pour les Anglais, contre les intérêts français, depuis Jeanne d'Arc, c'est récurrent. Hein. Donc nous avons des élites traîtres au service des Américains et des Israéliens, il faut toujours lier les deux, qui nous empêchent de nous émanciper de l'Union européenne qui n'a rien à voir avec l'Europe de l'histoire ou l'Europe des peuples. L'Union européenne, c'est une structure technocratique et une idéologie dominante, ce n'est pas une réalité historique et culturelle. Elle est même ahistorique et anticulturelle. En fait, l'Union européenne, l'UE, pour comprendre ce que c'est, rappelez-vous ce que c'était que CCCP, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, il n'y avait pas russe dedans. Hein, c'était entièrement abstrait. Et ben, l'Union européenne, c'est un peu pareil, c'est l'URSS pour nous, quoi. C'est-à-dire quelque chose hors sol, vous voyez, quelque chose qui a été pensé par des intellectuels purs et qui ont essayé de force de fabriquer quelque chose dans un temps très court qui correspond d'un point de vue topologique à prendre une carte, vous savez, avec des montagnes, des vallées, des forêts, et en faire un espace plan comme un parking, vous voyez, en disant la Lituanie, ça sera comme l'Angleterre, la France comme le Portugal, il suffit de baisser ça et de monter ça. Et ils ont fait ça par des jeux de subventions, de pénalités et d'ordonnances technocratiques, en pensant que ça se ferait comme ça en 25 ans. C'est absurde, c'est totalitaire, et ça surtout, ça a totalement échoué. Et aujourd'hui, nous n'avons plus que les effets pervers de cette tentative, dont Jacques Delors était l'incarnation il y a 20 ans, vous voyez. Et maintenant, le combat, c'est empêcher les peuples de force par la menace, on le voit en Angleterre par le Brexit, hein, où Obama vient dire aux Anglais il ne faut pas sortir de l'Europe. Hein. C'est des injonctions qui viennent systématiquement en haut. Aujourd'hui, tout le combat de l'Union européenne, c'est de ne pas accepter sa dissolution. Parce que je pense que ça aurait des effets boule de neige très grands, notamment sur le rapprochement avec la Russie, de refaire une Europe des nations, de repenser à une Europe puissance, d'échapper à l'influence des États-Unis, peut-être même de revoir la question du soutien inconditionnel à Israël, etc. Donc aujourd'hui, l'Union européenne se bat uniquement pour se maintenir, coûte que coûte. On peut faire encore un parallèle avec la fin de l'Union soviétique, où à un moment donné, la nomenclature soviétique, son seul combat politique était de se maintenir, elle, avec une désagrégation totale de tout le reste de l'Empire. Et puis à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Pouf, c'est tombé. Alors là, on attend le moment Gorbatchev, vous voyez, de l'Union européenne. Ça finira par venir. Hein. Et comment nous pouvons construire, vous pouvez construire la nouvelle Europe? Je parle des partis politiques qui sont sceptiques. Est-ce qu'ils proposent en France, par exemple, le Front National, quelques groupes intellectuels, l'alternative à l'Union européenne? Oui. Bah, le Front National est celui qui propose le plus sérieusement l'alternative. Hein. De ce point de vue-là, le Front National est le plus cohérent et le mieux placé. Effectivement, de refaire une Europe des nations avec une ouverture vers l'Est, c'est-à-dire, et notamment vers un partenariat avec la Russie. Et on sait très bien que le destin manifeste de la France, ce serait une alliance Paris-Berlin-Moscou, voire Paris-Berlin-Moscou et Belgrade, hein, et cette alliance de ces trois pays deviendrait la plus grande puissance du monde. Hein. Alors les Russes, à force d'attendre et que ça ne se passe pas, effectivement aujourd'hui, sont obligés de développer une alternative eurasiatique et de se tourner vers la Chine. Mais c'est dommage parce que, de même que nous avons un espace francophone vers le sud, le Maghreb et l'Afrique, lié à notre histoire, et un espace vers l'est qui est civilisationnel européen, on a ces deux axes, sans qu'on ne devrait pas choisir entre les deux, on a ces deux possibilités. Vous-même, vous pouvez très bien être à la fois ouvert vers l'Europe et ouvert vers l'Asie, et ça vous fait devenir le centre du monde. Hein. Et nous sommes aujourd'hui empêchés de tout ça. C'est-à-dire d'une certaine manière, Poutine est obligé, en attendant que l'Europe se libère de son occupation américaine, d'avoir un partenariat relativement plus exclusif avec le monde asiatique, alors que je pense qu'il pourrait très bien avoir les deux. Et nous, on espère à un moment donné qu'on va nous autoriser enfin à nous redéployer vers l'Europe. Et pour l'instant, nous sommes coincés par les Américains, sous injonction aussi israélienne, et nous subissons aussi, il faut dire, tous ces problèmes d'immigration et de rapports nord-sud très très mal gérés, liés à la décolonisation et à toutes ces manipulations que vous ne connaissez pas en France, le mensonge antiraciste, vous voyez, les rivalités ethniques entretenues notamment par les trotskistes, etc. etc. Ça, c'est toute une dimension française qui doit être très absurde du point de vue russe. C'est la manière dont le peuple français de souche subit une agression permanente par des gens manipulés venus de ces anciennes colonies, et au lieu que ce soit géré intelligemment, nos dirigeants, en général obéissant à Israël et à l'Empire américain, prennent toutes les décisions pour que la situation s'aggrave. Hein. C'est l'histoire qu'on appelle de l'islam radical, qui est une très grosse manipulation. Je le dis. En plus, il y a OTAN qui vient maintenant en Europe pour faire
pratiquer les armes. Et à Warsaw, dans la Pologne, il y a des... Il y a la Pologne, en ce moment. Pologne, exactement. Il y a des agressions, les arrêts politiques, comme avec Mateusz Piskorski, notre camarade eurasiste. Et en fait, l'Amérique a compris que l'Europe ne veut pas suivre cette course américaine. L'Europe a commencé de se réveiller. Est-ce que vous croyez qu'il y a trois côtés dans ce conflit? L'Europe américaine avec l'Amérique, l'Europe pro-européenne, Europe normale, et la Russie. Est-ce que vous croyez que la Troisième Guerre mondiale est possible? Aujourd'hui, l'empire américain en déclin au niveau financier, industriel, sa seule hégémonie, c'est le militaire. Hein. Donc, pour continuer leur domination sur le monde, soit ils y renoncent et ils redeviennent un peu isolationnistes, comme le veut Trump, hein, soit s'ils suivent la ligne Clinton femelle, qui est une folle, ils vont vers la guerre, parce que s'ils veulent maintenir leur hégémonie, ils n'ont que le militaire pour le maintenir. Et d'ailleurs, depuis le 11 septembre, hein, l'affaire de World Trade Center, tout leur redéploiement mondial ne se fait pas sur la Pax Americana et sur du plan Marshall, c'est-à-dire sur du redéploiement par de l'économie. Ça se fait que par de la violence militaire. Hein. Aujourd'hui, contrairement à ce que dit la propagande officielle, Poutine essaie de ne pas tomber dans le piège de la guerre par une diplomatie très subtile et un jeu du moins coûtant militaire qui d'ailleurs rejoint un peu, quand on connaît bien la vision stalinienne, hein, qui essayait toujours de faire les guerres au moins coûtant. Hein. Ils ne s'engageaient pas personnellement ni au Vietnam, ni en Corée. Hein. Ils envoyaient des conseillers de l'armement, alors que les Américains, ils envoyaient leurs Africains. Hein. Il faut se rappeler de ces... Les Russes ont toujours été plus prudents de cette manière-là. Et aujourd'hui, la stratégie américaine, puisqu'on veut essayer de leur échapper, c'est de produire le chaos. Alors, ils punissent Poutine en lui amenant le chaos à ses frontières par l'Ukraine, la Crimée, etc. Et chez nous, ils créent le chaos des migrants. Et tout ça est articulé. Hein, c'est-à-dire qu'ils nous envoient des hordes de migrants qui sont aidés par les réseaux Soros pour créer une situation de déliquescence et de guerre civile ethnique en France. La guerre civile ethnique horizontale servant à cacher la prise de conscience de la violence verticale. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez un problème immédiat avec l'arabo-musulman ou le syrien réfugié qui est un prédateur, vous pensez moins à la violence américaine qui vient du grand capital de Wall Street. Et la stratégie américaine aujourd'hui, avec notamment toutes les stratégies que vous avez connues de déstabilisation fomentées par Soros, les Open Society Foundation et Révolution colorée, aujourd'hui leur stratégie pour qu'on ne leur échappe pas, c'est une stratégie de guerre et de chaos, effectivement. Ils sont en train de civilisation. Ah oui, vraiment, oui, de choc civilisation qui en France est une situation de guerre civile. Parce que la civilisation arabo-musulmane, elle est en France. C'est une minorité puissante. Et ils sont en train de nous faire en France ce que la Russie a subi au moment de la guerre de la Tchétchénie. Vous voyez, vous êtes sortis de cette période. Nous, on est en train d'y entrer. Et grâce à Poutine. Oui, c'est évident. Mais on n'a pas de Poutine en France. Le gros souci, c'est ça. C'est où est le Poutine français? On espère un Poutine français. On en a besoin. Hein. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a une parenterie entre Poutine et De Gaulle. Hein. De Gaulle était l'homme de la troisième voie et l'homme qui essayait de créer un monde multipolaire pour échapper à l'époque aux deux superpuissances. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que ce projet de Gaulle de la troisième voie, qui a été abandonné par la France, est aujourd'hui porté d'une manière un peu différente, mais un peu équivalente par la Russie. Je peux dire que, d'une certaine manière, le nouveau De Gaulle de l'espoir pour les non-alignés, de l'espoir pour la troisième voie, aujourd'hui c'est Poutine, c'est une évidence. Et moi, en tant que, on va dire que patriote français forcément gaulliste, Poutine est forcément une partie de la solution pour moi. C'est pas parce que je suis pro-russe, c'est parce que je suis pro-français que je suis obligé d'être pro-Poutine. C'est une évidence. Et avec le Bataclan, quand il y avait des attentats, j'étais à Paris, je parlais avec certaines personnes qui étaient sur la place de la République. J'ai demandé, est-ce qu'ils comprenaient qui était le responsable pour cet attentat? Et ils m'ont dit, oui, peut-être c'était Poutine qui a commencé de bombarder les Syries, et donc elle a fait le flux de migrants qui ont venu en Europe. Et le plus bizarre, c'est celle que j'ai attendu 5 ou 6 fois, quelque chose comme ça, la réponse comme ça. Est-ce que les Français ils comprennent la situation dans laquelle ils sont, que ce n'est pas Poutine qui a provoqué tout cet choc des civilisations? Pourquoi il y a les mensonges comme ça? Parce que les Français subissent un matraquage de propagande depuis des décennies, et que le niveau d'éducation baisse en France volontairement. Il y a un travail
la France est un pays difficile à gérer, et n'oubliez pas que c'est dans les idéologies mondes une proposition universelle. Il y a l'universalisme français, il y a la Oumma Islamia, il y avait comment dirais-je, porté par la Russie, le communisme, c'était des idéologies mondes, des hypothèses de proposition, et le marché américain, et on va dire judéo-protestant. Et la France a toujours été le caillou dans la chaussure de la domination anglo-saxonne dans le monde, on va dire, occidental. Hein. Donc il y a une vraie volonté depuis toujours, c'est la vieille rivalité franco-anglaise, et malheureusement c'est la défaite française qui a commencé à Waterloo de façon assez massive, où il faut réduire la proposition universelle qu'a fait la France au monde, hein, il faut la réduire, et c'est le monde anglo-saxon qui veut la réduire. Donc on a un travail de destruction des intelligences françaises, de soumission aux élites anglo-américaines, qui s'aggrave depuis les années 70, 80, 90. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse, à part celle qui me suit et qui va sur le site et qui suit mon travail, qui est parfois une jeunesse d'ailleurs d'origine immigrée, une jeunesse patriote qui vient de la gauche, une jeunesse patriote qui vient de la droite, c'est assez composite, comme souvent les choses en France. Les choses en France sont rarement raciales, elles sont vraiment on est dans des adhésions d'idées en France, hein. C'est pour ça qu'on a une universalité, parce que les idées peuvent être universelles. Le pan-germanisme n'était pas universel, parce qu'il fallait être allemand. C'était une proposition d'universalisme de soumission, comme la proposition universaliste de domination juive, qui est une proposition universaliste de soumission. Mais nous, on est dans une proposition universaliste de partage, et l'alternative, c'est le marché, hein, l'idéologie monde du marché, qui est, on va dire, judéo-anglo-américain, profondément. Et là, il y a vraiment une volonté et une tentative de destruction finale en Occident de la spécificité française et de l'universalisme français, ce qu'on a appelé les Lumières, les droits de l'homme, etc. Hein. Le communisme est tombé avec l'URSS, le monde musulman est en guerre interne par des manipulations extérieures, donc la Oumma Islamia n'existe pas, et aujourd'hui règne dans les systèmes mondes, de façon toute puissante, le marché. Hein, c'est ce qui marche le mieux. Et on a, face à cette domination de cet universel d'adhésion qui s'appelle le marché, qui est en fait l'idéologie, on va dire, judéo-protestante, anglo-américaine et sioniste, on a effectivement un effondrement de l'alternative française. Je suis un étranger dans mon pays, persécuté dans mon pays, et à la limite, cette proposition alternative aujourd'hui, si elle est portée quelque part, est plutôt portée par la Russie, qui n'est pas une proposition raciale, et qui est un universalisme d'adhésion. C'est le discours de Poutine, quand on l'écoute bien, qui dit « rejoignez le monde multipolaire », je vous propose effectivement une adhésion qui respecte les souverainetés nationales, qui respecte les différences, et c'est sans doute aussi la manière dont, par exemple, Poutine gère la question musulmane en Russie, alors que nous, on la gère très très mal en France. Vous voyez. Donc on a moi, c'est la raison de ma présence, c'est que je constate un effondrement de l'universalisme français et de la différence française. Je me dis que je ne peux aujourd'hui que m'appuyer sur quelque chose d'un peu équivalent qui est la proposition russe, en espérant que les Russes nous aident quelque part à les aider. Parce que quand Poutine fait une proposition de multipolarité, comme dans la conférence à laquelle j'ai été invité, moi la seule chose que je réponds, c'est je fais le travail, I do the job, et c'est help me to help us, hein, c'est aidez-moi à vous aider. Et j'espère vraiment que cette invitation qui m'a été faite par le gouvernement russe, alors que les élites juives françaises avaient expressément demandé à Poutine dans un entretien, par écrit, de ne pas me venir en aide à moi. Ce qui est incroyable. Donc je remercie à la limite le CRIF en France d'avoir fait en sorte que Poutine, enfin ses conseillers, découvrent mon existence en France et voient la nécessité de m'inviter, puisqu'en fait, quelques semaines après que le CRIF ait demandé à Poutine, lorsqu'ils se sont rencontrés, de ne pas m'aider, j'ai été invité officiellement en Russie. Donc je me dis que là, je peux remercier effectivement la bêtise stratégique et l'arrogance effectivement du CRIF en France. Mais je le dis, je pense qu'il est nécessaire que les Russes nous aident à les aider. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment la France en souffrance, mais qui porte un universel comparable à celui du projet russo-poutinien aujourd'hui, a besoin d'être aidé par Poutine pour que nous puissions faire ce travail que Poutine, auquel Poutine aspire. Vous voyez, et je suis dans cette dynamique-là aujourd'hui. C'est presque, je lance presque un appel. Hein. Si la Russie ne nous aide pas, nous serons vaincus, car nous n'avons que nos propres forces en France pour lutter, et elles sont petites. Et si nous sommes vaincus, Poutine perdra aussi des appuis, comme il est en train de perdre malheureusement un peu au Venezuela. Hein, on voit qu'il y a un travail de
Il y a un travail contre-impérial qui est en train d'être mené en Amérique du Sud et qui ne doit pas réjouir la Russie de Poutine. Le Brésil a subi une espèce de putsch aujourd'hui, les BRICS sont en danger, le Venezuela est en train de tomber, l'Amérique s'est rapprochée de Cuba très stratégiquement. Je pense qu'il y a en ce moment, après l'époque portée par Chavez, il y a un moment de défaite momentanée pour la contre-offensive contre-impériale poutinienne. Et il ne faut pas que ça se passe aussi en France. Ça va devenir... sinon, il ne vous restera comme avenir que de vous tourner vers les Chinois. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à gens qui vont regarder, les gens russes qui vont regarder votre entretien? Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter? Je souhaite qu'ils comprennent à quel point la France qu'ils aiment et qu'ils respectent, puisque quand je suis arrivé à Moscou, la première chose que j'ai entendue en sortant de la gare, c'est Yves Montand, une chanson d'Yves Montand. C'est-à-dire que je pense que les Russes respectent beaucoup plus la France qu'elle ne se respecte elle-même aujourd'hui. C'est tragique, c'est la réalité. Et il faut que les Russes comprennent à quel point la France, la France éternelle, la France que le monde aime, est en train d'être détruite par des traîtres à la France qui sont au service des sionistes et des Américains, et à quel point nous avons besoin aujourd'hui que les Russes nous aident quelque part à adhérer à leur projet, et à notre projet multipolaire. Il est urgent que Poutine aille au bout de sa logique, puisque maintenant la théorie est posée, on est d'accord sur cette nécessité de la multipolarité militaire, stratégique, mais aussi économique, informationnelle. Il est urgent, je dirais, qu'il nous aide à adhérer à ce projet et à y participer. Tout seul, par nos propres forces, ça devient de plus en plus difficile. Il faut le savoir, je subis une trentaine de procès en ce moment, je suis menacé de prison, on me condamne à des sommes très importantes pour ruiner l'organisation que j'ai créée. Il menace aussi de criminaliser Internet au niveau des supports, donc il ne nous supporte plus. Cette alternative multipolaire, on en a vraiment besoin, et on en a besoin concrètement. Ça ne peut pas rester qu'un débat d'idées. Il va falloir qu'il y ait des engagements plus réels. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de me recevoir. Merci. Et je salue nos camarades russes qui nous regardent. Merci beaucoup. Молитва святая, слезами прольется, Христовой любовью исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной.